Bon, alors on va pouvoir, commencer. Juste, il y a Kassam, qui a quitté le Zoom, mais on espère qu'il va revenir. Alors premièrement, je voulais, remercier, nos invités, de participer à ce live, qui a pour objectif, d'expliquer, de comprendre la situation, qu'il y a actuellement, à Gaza, en Palestine, actuellement. Ça occupe beaucoup l'actualité et on voit que le traitement de l'actualité, est pas toujours juste par rapport à ce qui se passe et donc du coup, on a la chance d'avoir des invités qui connaissent très bien le sujet. Donc, on a, Rima Hassam qui est, fondatrice de l'Observatoire des camps, de réfugiés. On a Kassam Mouadi du coup qui va revenir sur le Zoom, qui va aussi du coup qui lui est, journaliste. Et ensuite on a, Anna Toyon qui est vice-présidente de, l'AFPS et qui, donc du coup vont pouvoir, nous éclairer. Alors on va avoir plusieurs sujets, de discussion. On va premièrement avoir, une discussion sur ce qui se passe à Gaza, une discussion sur ce qui se passe en Cisjordanie aussi. On en parle peu dans les médias mainstream, mais il se passe des choses en Cisjordanie. Revenir sur, les positions de la France et particulièrement, celle de la présidente de l'Assemblée nationale et la visite d'Emmanuel Macron. Et enfin, on terminera sur l'état des mobilisations pour essayer de faire un peu bouger les choses parce qu'on en a bien besoin. Alors, Kassam n'est pas encore sur le Zoom, donc du coup, on va peut-être pouvoir commencer par parler de ce qui se passe à Gaza. On diffusera une vidéo juste après, et donc je ne sais pas si jamais, par exemple, Rima, tu peux commencer par nous expliquer un petit peu déjà qu'est-ce que la bande de Gaza, quelle est la situation actuellement aujourd'hui, voilà, en introduction de cette discussion. Donc, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur la situation palestinienne au sens large. Pour Gaza, donc pour un peu contextualiser, donc il faut bien avoir en tête la fragmentation du peuple palestinien. Donc c'est le fait qu'il y a des Palestiniens qui vivent sur des territoires différents. Et de fait, quand on parle de fragmentation du peuple palestinien, on en arrive aussi à une fragmentation politique de la cause palestinienne. Et donc, en fait, aussi des conflits interpalestiniens à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, les Palestiniens sont soit en exil dans des camps de réfugiés dans des pays frontaliers, soit donc Liban, Jordanie, Syrie, soit ils sont dans la bande de Gaza, soit ils sont en Cisjordanie, donc dans les territoires occupés, on y reviendra tout à l'heure. Et il y a aussi les Palestiniens de Jérusalem. Et s'ajoute enfin une dernière catégorie dont on ne parlera peut-être pas aujourd'hui, mais qui est importante. C'est les Palestiniens d'Israël, donc ce qu'on appelle aussi dans les médias les Arabes israéliens, qui sont les Palestiniens qui ont été sur le territoire qui constituent l'État d'Israël et qui ont été naturalisés ensuite par l'État israélien. Donc sur la bande de Gaza, donc la bande de Gaza s'inscrit en fait dans ce paysage de fragmentation. Donc Gaza, c'est un territoire qui est sous blocus depuis 17 ans. C'est un blocus qui est illégal. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir à l'esprit pour comprendre ce confinement. En fait, on parle de prison à ciel ouvert pour les Gazaouis qui n'ont aucune porte de sortie. Donc là aussi, il faut l'avoir en tête. Et on y reviendra aussi, je pense, tout à l'heure sur les négociations qu'il y a eu en cours avec l'Égypte pour pousser ou inciter en tout cas l'Égypte aussi à accueillir en tout cas du vœu des Israéliens ou du gouvernement israélien. Donc, il y a véritablement un confinement en fait, de cette population. C'est 2,3 millions de personnes qui vivent là-bas. Une donnée qui est très importante, c'est le fait que 70% des Palestiniens gazaouis, enfin ce qu'on définit comme étant gazaouis, ce sont en réalité des Palestiniens, à 70%, ce sont des réfugiés de 1948. C'est-à-dire que c'est des populations qui ont déjà le traumatisme de la Nakba. Donc la Nakba, c'est la catastrophe pour les Palestiniens. C'est le grand exode palestinien de 1948. Ça fait référence aux expulsions, aux déplacements forcés, aux transferts de population qui ont eu lieu à ce moment-là pour la création de l'État d'Israël. Et donc, c'est très important de l'avoir à l'esprit, puisqu'on a souvent entendu dans les médias qu'en fait, c'était le Hamas qui retenait les Gazaouis. En réalité, il y a énormément de Gazaouis qui, quand on écoute les témoignages, qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas se déplacer, précisément en faisant référence à la Nakba, et ils font justement référence à un risque de deuxième Nakba, de subir une deuxième Nakba. Et donc, quand je termine là-dessus, quand je parlais de fragmentation du peuple palestinien, donc ça fait aussi écho à une fragmentation politique, représentation en tout cas politique. Et dans Hamas, enfin à Gaza, pardon, donc c'est le Hamas qui est au pouvoir depuis 2006. Il a gagné des élections voilà, qui se sont tenus là-bas. Et en fait, en réponse, il y a eu un blocus qui a été imposé
à la population tout entière. Et tandis que en Cisjordanie, les autres Palestiniens dépendent plutôt de l'autorité palestinienne, mais qui est en faillite en fait totale, qui est discréditée, qui ne représente plus du tout politiquement les enjeux des Palestiniens. Et donc c'est aussi une des raisons qui explique que le Hamas a gagné, en tout cas en, en symbole pour les Palestiniens qui attendaient une représentation politique. Il y a eu un vide en fait. Je pense que la place du Hamas aujourd'hui s'explique par le vide qu'a créé aussi l'autorité palestinienne. Et je termine là-dessus, on y reviendra aussi peut-être tout à l'heure, parce que c'est une donnée importante. Le Hamas a historiquement été encouragé, soutenu par les autorités israéliennes. Au début, ils ne s'en méfiaient pas beaucoup. C'était un groupe plutôt religieux qui menait des actions plutôt de soutien à la société civile, mais ils n'avaient pas de prétention politique. Et en réalité, les autorités israéliennes ont vu, en tout cas dans le soutien qu'ils pouvaient apporter au Hamas, un rival à l'autorité palestinienne. Et l'objectif, c'était un peu de diviser quoi, pour mieux régner. Sauf qu'aujourd'hui, les Israéliens eux-mêmes le reconnaissent, ils sont un peu dépassés par les ambitions du Hamas en termes de représentation en fait, de la lutte palestinienne. Merci beaucoup. Alors du coup, il y a Kassam Wadi qui vient de rentrer du coup dans le Zoom. Donc Kassam qui est journaliste en Palestine. Est-ce que tu peux... donc on va vous montrer une vidéo qui va pouvoir illustrer la discussion qu'on a actuellement sur la situation à Gaza. Est-ce que tu peux lancer la vidéo, Kassam? La vidéo, non, c'est moi qui dois lancer. Pardon. Ouais, Oui, tu les as reçus, Alex t'a Ah, envoyé tout d'accord. ça. D'accord. Et donc, je dois partager l'écran, c'est ça? c'est ça, D'accord. Juste une seconde. pas de souci. Donne-moi quelques secondes pour le faire. Et juste, du coup, Rima, pendant qu'on lance la vidéo, donc là, actuellement, il y a encore des Gazaouis qui se trouvent au nord de Gaza, actuellement. Quand t'expliquais qu'ils ne voulaient pas partir, il y a le gouvernement israélien qui a annoncé vouloir envoyer des soldats sur la bande de Gaza. Comment, quelle est la situation? Quels sont les risques pour les civils? Quelle approche le gouvernement israélien a de cette situation avec des civils qui vont se retrouver sur un champ de bataille? Oui, oui, alors les intentions en fait, du gouvernement israélien sont très problématiques parce qu'en plus de cette pluie en fait, de bombardements, il y a aussi une intention effectivement d'une intrusion enfin, terrestre de Gaza. Mais je pense que ça reste encore hypothétique, même s'il y a beaucoup de menaces qui sont faites effectivement par les autorités israéliennes. Je pense que honnêtement, l'intention des autorités israéliennes, c'est de récupérer Gaza. Et donc, soit de pousser, ça a été dit d'ailleurs par les officiels israéliens, c'est de pousser les Palestiniens en Égypte, de faire pression sur l'Égypte pour que l'Égypte accueille des Palestiniens, ou d'installer des camps dans le désert, quoi. Donc, ça a été vraiment dit par des experts et des officiels aussi israéliens. Donc, mais faut pas oublier que tout ça, en fait, il y a un écho international qui est très important à ce qui se passe à Gaza. Et beaucoup de pays ont quand même menacé ont menacé Israël en fait d'aller jusqu'à une invasion terrestre en fait de Gaza. Je pense au Qatar, je pense au Hezbollah. Enfin, il y a énormément de la Turquie. Il y a eu plusieurs États qui se sont prononcés là-dessus. La France a également exprimé, a qualifié en tout cas cette hypothèse qui pourrait être une grave erreur en fait pour Israël. Et un dernier point, effectivement, c'est les victimes, enfin les personnes exposées, ce sera nécessairement les Gazaouis, et c'est les civils qui paieront le prix. Mais il ne faut pas oublier qu'Israël a aussi une faiblesse par rapport au Hamas à Gaza. C'est que c'est un territoire en fait que le Hamas maîtrise parfaitement, notamment les tunnels que Israël a du mal à identifier, etc. Et donc il y a aussi stratégiquement, sur le plan vraiment purement militaire, les soldats israéliens ne sont pas du tout à la hauteur de ce que peuvent éventuellement faire sur le terrain ce que peut faire le Hamas, quoi, parce qu'ils ont une connaissance en fait, de tous les tunnels qui ont été construits
ces dernières années et ce que n'ont pas justement les soldats israéliens. C'est vraiment un terrain nouveau, contrairement à la Cisjordanie où les militaires israéliens en fait sont omniprésents. Là, il faut quand même se dire qu'à Gaza, l'armée n'y est pas présente depuis de très très nombreuses années. Et donc, je pense qu'il y a une hésitation des autorités israéliennes de ce point de vue-là aussi. Je peux éventuellement ajouter sur ce que disait Rima tout à l'heure sur le Hamas. Très récemment, le journal Haaretz a ressorti des déclarations de Netanyahou en 2019 où il disait que le meilleur moyen pour empêcher la création d'un État palestinien, c'était de faire croître le Hamas et qu'il fallait financer le Hamas et que c'était la stratégie de Netanyahou. Donc là, on n'a aucun doute sur le fait qu'ils ont tout fait pour encourager le Hamas. Et Smotrich, qui est un des ministres fascistes de Netanyahou, a déclaré il y a quelques semaines que l'autorité palestinienne était une entrave et que le Hamas était un atout. Donc, c'est quand même une belle hypocrisie quand nous sommes tous de désigner le Hamas comme une organisation terroriste alors que c'est eux qui l'ont aidé à naître et à croître. Alors, Kassam, est-ce que tu peux du coup nous diffuser la vidéo? Tu n'as pas ton micro. Ouais, on t'entend parce que t'as le micro coupé. Tout à fait. Alors, je vais partager mon écran là tout à l'heure. Voilà. Alors, je ne sais pas, dites-moi si vous entendez le son Ça fonctionne bien et on de la entend le vidéo. son. Tu peux y aller. Alors, ça va commencer. Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Donc du coup, en fait, sur cette vidéo, ça montrait deux choses. Déjà, premièrement, l'état actuellement de la bande de Gaza après les bombardements qu'il y a eu, les milliers de morts, les milliers de blessés, et surtout se pose la question de l'aide humanitaire qui arrive à Gaza. Est-ce que du coup, peut-être vous pouvez nous expliquer où en est cette aide humanitaire? Emmanuel Macron a annoncé que la France aussi allait essayer d'envoyer de l'aide. Donc, où est-ce qu'on en est sur ça? Peut-être Kassam, si tu peux nous expliquer. Et si tu peux enlever ton partage d'écran aussi. Bon, on a perdu Kassam. Donc, du coup, est-ce que peut-être que Anne, tu peux nous expliquer où est-ce qu'on en est actuellement sur l'aide humanitaire sur la bande de Gaza? Déjà, avant de parler de l'aide humanitaire, je pense qu'il faut parler de la situation après toutes ces journées de bombardement et d'agression. On en est à 7000 morts. Plus de 40% des habitations ont été totalement ou partiellement détruites. Et les 2 tiers de la population, à savoir 1,5 million de personnes, ont été déplacées. Et quand on dit déplacées, pour certaines personnes, c'est 2, 3, 4 fois déplacées. Parce que certains ont dû partir de leur maison une première fois pour aller dans la famille une deuxième fois, et puis après de la famille, il a fallu aller dans un autre endroit de la famille, et chaque fois, c'est de plus en plus de gens qui s'entassent, il n'y a pas d'autre mot, dans des espaces de plus en plus réduits, qui trouvent refuge dans les décombres ou qui trouvent refuge sous des tentes qui sont dressées dans le sud de la bande de Gaza. Et l'hypocrisie absolument épouvantable, c'est plus que de l'hypocrisie, c'est de l'ignominie d'Israël, c'est qu'ils ont demandé aux habitants du nord de la bande de Gaza de se déplacer vers le sud, tout en bombardant les convois qui se déplaçaient vers le sud et tout en bombardant tout autant le sud que le nord. Donc on assiste vraiment
à l'agression systématique des populations civiles. Donc, on a ensuite ce qu'il faut comprendre, c'est cette histoire de siège total. Le siège total, c'est que plus rien ne rentre dans la bande de Gaza. Plus de carburant, plus d'eau, plus de nourriture. Et s'il n'y a plus de carburant, le fait qu'il n'y ait plus de carburant fait qu'il n'y a plus, les générateurs ne fonctionnent plus. Donc, si les générateurs ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité dans les hôpitaux. Vous avez peut-être vu les chirurgiens qui opèrent à la lumière des téléphones. Il n'y a plus d'électricité pour les couveuses. Il y a 120 bébés qui sont dans des couveuses. S'il n'y a plus d'électricité, vous imaginez ce que vont devenir ces bébés. Hier, Israël a bombardé la seule boulangerie qui avait reçu de la farine. Si ça n'est pas pour affamer les gens, donc ce à quoi on assiste, c'est la famine comme arme de guerre. On est à un niveau élevé de crimes contre l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui va devoir être examiné par les instances internationales de manière très, très claire et très rapide. Alors, pour ce qui est de l'acheminement de l'aide humanitaire, mais c'est zéro, c'est peanuts. Il devrait rentrer 100 à 150 camions par jour. Il en est rentré à peu près 40 en 4 jours. Donc, c'est rien. On peut dire que, pour ainsi dire, rien ne rentre pour permettre aux Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza de seulement espérer survivre. J'ai oublié mon micro. Il y avait une question dans le chat, quelqu'un qui demandait que l'Égypte, du coup, quel est le rapport de l'Égypte en matière de relations, de prise de position vis-à-vis d'Israël et de la Palestine, parce que là, tous les yeux sont tournés vers l'Égypte sur l'accueil des réfugiés. Voilà, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Peut-être Kassam ou Rima? Oui, moi j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit et puis répondre à cette question. D'abord, sur la question de ce qu'on fait à la population civile à travers l'interdiction de l'entrée de la nourriture, et l'eau et le carburant. Et en fait, un général de l'armée israélienne, un porte-parole de l'armée israélienne, il a déclaré il y a quelques jours que l'objectif actuel des opérations de l'armée israélienne à Gaza se concentre sur la destruction plutôt que la précision. En anglais, en fait, ça a été traduit par la presse damage rather than accuracy. Et ce qui montre très clairement, bon, il a dit en fait dans un langage où, soi-disant, l'armée israélienne prépare pour l'invasion de terre. Donc voilà, il veut faire le plus de mal que possible à l'ennemi avant d'y entrer par terre. Mais si on se rend compte que toutes les cibles jusqu'à maintenant sont des cibles civiles, bon, on comprend très bien d'où vient cette stratégie israélienne. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a un grand problème que, en fait, dans la plupart des médias internationaux, on aime jouer l'ignorance sur certains aspects. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois repartir de zéro et tout expliquer depuis en fait Adam et Ève. Mais depuis 2006, l'armée israélienne a très clairement adopté une doctrine militaire anti-insurrection qui est la doctrine de la Dahia, qui est la doctrine militaire qui a été mise en emploi ou conçue plutôt dans la guerre israélienne contre le Liban en 2006, dans laquelle l'armée israélienne a réduit le suburbe sud de Beyrouth, qui est le bastion de soutien populaire pour le Hezbollah, en fait, l'a réduit à des décombres. Et puis plus tard, le chef de l'état-major de l'armée israélienne à l'époque, Gadi Eisenkot, a mis ça par écrit en tant qu'une doctrine militaire qu'il appelait la doctrine de la Dahia, le nom de ce quartier à Beyrouth, dans lequel en fait il dit que puisqu'on n'a pas d'intelligence sur les cibles de l'ennemi, donc ce qu'il faut frapper, c'est en fait son soutien social et faire payer à la population civile le plus lourd possible, en fait, le fait que l'ennemi, c'est-à-dire le Hezbollah ou le Hamas dans ce cas-là, se cache parmi eux. Bien sûr, en comprenant que ces organisations, les intégrants, ces organisations font partie de la population finalement. Et ça se traduit pratiquement dans la destruction de l'infrastructure et dans les pertes humaines parmi les civils. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les deux endroits qui ont été le plus
frappé par cette doctrine. En fait, juste après la guerre de 2006, Israël a mis en pratique tout de suite cette doctrine meurtrière dans la bande de Gaza, dans l'opération de Plan Durci en décembre 2008. Et c'est la bande de Gaza et le sud du Liban qui ont été le plus frappés par cette stratégie. Et où sont les deux endroits où il y a le plus de résistance à Israël, le plus de menaces militaires à ses troupes sur les frontières? Ce sont justement ces deux endroits. Parce que tout ce que ça fait en tant que stratégie, c'est tout simplement endurcir d'un côté la capacité d'endurer de la part de la population civile et semer encore plus de rancœur, plus de colère. Et c'est les Palestiniens qui avaient 10 ans en 2008, ce sont les Palestiniens qui aujourd'hui sont les militants et les combattants du Hamas. C'est tout simplement comme ça. Et en fait, ça ne fait qu'élargir cette menace donc militaire. Mais en fait, si Israël continue à faire cela, c'est pour une seule simple raison, c'est qu'il n'a plus d'autre choix, plus de cartes à jouer. L'armée israélienne aujourd'hui est devenue capable, juste en matière, d'attaquer des civils. C'est la seule stratégie qu'ils ont. Et ça se combine en fait avec le fait que la politique interne israélienne se joue toujours avec du sang palestinien. On a vu 5 élections se tenir pendant 2 ans en Israël, ce qui est imprécédent dans un système parlementaire. Et à chaque fois, on a en fait des gouvernements à chaque fois plus extrême droite que les autres. Et juste pour pouvoir arranger des compromis entre des partis qui ont pratiquement le même agenda, en ce qui concerne les Palestiniens en tout cas. Donc c'est juste des jeux de pouvoir interne qui veulent faire plaisir au même électorat, qui a les mêmes tendances. Et donc il faut, voilà, c'est la concurrence qui tue le plus de Palestiniens. Et c'est comme ça en fait qu'on est arrivé à ce point-là. Et actuellement, le gouvernement de Netanyahou joue plus pour sauver ses propres intérêts et même les intérêts personnels de Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich, plutôt que de vraiment gagner une guerre ou de restaurer le prestige perdu de l'armée israélienne. Et voilà, donc tout ça, en fait, se paye par des vies palestiniennes et par des vies civiles particulièrement. Alors, on a beaucoup parlé du coup de ce qui se passe à Gaza, mais il n'y a pas que Gaza comme territoire palestinien, il y a aussi la Cisjordanie. Donc la Cisjordanie, après du coup l'attaque qui a eu lieu le 7 octobre, il y a eu du coup des conséquences sur Gaza et aussi des conséquences sur la Cisjordanie. On en parle assez peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe actuellement en Cisjordanie, par exemple, Rima? Alors, je vais introduire, hein, mais je suis sûre qu'Anne aura une technicité à apporter qui va être aussi très précieuse. Donc, surtout Kassam qui habite à Taïbé. Oui, on va se compléter, je pense. Voilà, tout à fait. Oui. Mais voilà, en fait, je vais rebondir moi sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, bien avoir à l'esprit pour les personnes qui nous écoutent, surtout si c'est des jeunes, qu'en fait, voilà, c'est un conflit qui est vieux quand même de 75 ans. Aujourd'hui, la réalité pour les Palestiniens, c'est cette fragmentation. Donc, le fait que, voilà, encore une fois, il y a des Palestiniens qui vivent sur des territoires différents et qui ne vivent pas les mêmes réalités. Et donc, la réalité en Cisjordanie, c'est celle de la colonisation et de l'occupation, notamment depuis 67. On y reviendra peut-être tout à l'heure pour contextualiser les différentes dates clés pour comprendre l'évolution de ce conflit, ou du moins le fait qu'il se soit plutôt dégradé. Et donc la réalité des Palestiniens qui vivent là-bas, c'est véritablement la colonisation et l'occupation. Et aujourd'hui, je vais finir là-dessus avant de développer, mais on parle aussi en fait d'apartheid. Vous allez voir qu'en fait, c'est les moyens mis en place pour arriver aussi à cette réalité criante qui est celle quand même de l'apartheid, que je vais expliquer en 2 mots. Donc, depuis le 7 octobre, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'effectivement, ce qui a été documenté, c'est que les colons et l'armée profitent en fait du fait que le monde a un peu les yeux rivés sur Gaza pour perpétrer des actions toujours plus violentes, toujours plus nombreuses à l'égard des Palestiniens. Il faut avoir en tête que pour les territoires de la Cisjordanie, on parle de peau de léopard.
ou de gruyère, parce qu'en fait, il y a la stratégie en fait, de l'implantation des colonies en Cisjordanie consiste à couper toute connexion entre les différentes habitations palestiniennes, les différents villages palestiniens. Donc, on a vraiment une sorte de peau de léopard où on a effectivement des espaces où vivent les Palestiniens et les colonies qui passent ou qui s'implantent sciemment entre deux habitations, deux villages palestiniens. Il y a 800 000 colons en territoire occupé. Donc, c'est aussi pour ça que la perspective d'un État palestinien, elle est très discutée et à juste titre, parce qu'avec 800 000 colons, on arrive quand même à une réalité de colonisation, d'occupation des territoires palestiniens qui est telle que envisager un territoire dans lequel il y aurait la possibilité pour les Palestiniens de vivre, de s'installer, de projeter un avenir est quand même de plus en plus compliqué. Et donc aujourd'hui, la réalité, elle est aussi surtout qualifiée. Donc cette occupation est illégale et cette colonisation, là aussi, bien sûr, illégale, qui a été déjà condamnée à plusieurs reprises par les instances internationales, et notamment des résolutions de l'ONU. Aujourd'hui, on parle surtout d'apartheid en réalité, parce que la colonisation et l'occupation sont telles qu'elles se matérialisent par une vraie logique de séparation entre les colons et les Palestiniens qui vivent sur ces territoires. Et cette séparation va se matérialiser de différentes façons. Donc, bien sûr, matériellement, dans le paysage, par ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait qu'on a des routes de contournement, des routes de séparation en fait, qui permettent aux colonies de se rejoindre et à l'inverse de couper tous les espaces de connexion, de circulation entre les Palestiniens. On a un régime militaire dont dépendent les Palestiniens, tandis que pour les colons, on a un régime civil. C'est très intéressant quand on regarde le niveau de condamnation. On a pour les colons vraiment 3 ou 4% peut-être des affaires en fait qui sont portées, qui donnent lieu à des poursuites. Et à l'inverse, pour les Palestiniens, c'est plus de 96% des affaires qui sont portées devant les tribunaux militaires qui donnent lieu à des poursuites et des condamnations. Donc, dans cette réalité d'apartheid, de séparation, donc l'apartheid, je rappelle juste une définition rapide, c'est le fait qu'on instaure un régime de séparation qui est institutionnalisé, dans lequel il y a surtout la volonté politique, au-delà du constat, c'est surtout qu'il y a une volonté politique de maintenir ce rapport de domination d'un groupe sur un autre. Là, en l'occurrence, du groupe, l'apartheid en Israël repose vraiment sur cette dichotomie juif-non-juif. Hein. Donc, l'apartheid est aujourd'hui opposée à toute la politique israélienne, pas qu'en Cisjordanie. Et elle repose vraiment sur cette dichotomie, c'est-à-dire que selon le groupe auquel vous appartenez, vous allez dépendre du tribunal civil ou bien des tribunaux militaires. Vous allez avoir accès à telle ressource et vous allez être privé de telle ressource. Vous allez avoir accès à tel droit, vous allez être privé de tel droit. Vous allez avoir accès à telle liberté de circulation, vous allez être privé de telle liberté de circulation. Et donc, aujourd'hui, les Palestiniens, la colonisation et l'occupation sont des moyens qui sont utilisés depuis très longtemps, mais aujourd'hui, c'est les canaux qui sont davantage poussés par l'extrême droite qui est au pouvoir en Israël pour asseoir davantage cette logique d'apartheid. Et pour finir, l'apartheid, c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est un crime constitutif d'un crime contre l'humanité selon les statuts de Rome, qui sont les statuts qui sont les statuts de la Cour pénale internationale. Donc, c'est très grave, quoi. Je sais que c'est un terme qui renvoie à beaucoup de réalités, l'apartheid, et notamment la référence de l'Afrique du Sud. On est vraiment dans ce schéma-là, et ça renvoie surtout à cette notion de crime contre l'humanité pour laquelle il faut absolument se mobiliser. Alors Anne, toi tu es experte de la question, du coup. Non, je voudrais juste rappeler, parce que tout le monde n'est pas expert justement, que cette histoire de colonisation, c'est l'histoire de la dépossession de leurs terres des Palestiniens. C'est-à-dire que les colons, ils n'arrivent pas là comme ça sur une terre vierge. Ils arrivent dans un pays, sur une terre qui appartient au peuple palestinien. Et ils volent cette terre et ils s'installent. Et c'est l'histoire d'un processus qui a commencé en 1948 et qui continue jusqu'à maintenant et qui ne s'est jamais arrêté et qui connaît des moments d'accélération. Et en Cisjordanie, Kassam le dira beaucoup mieux tout à l'heure, il nous parlera de la proportion de la terre qui est volée, mais là, depuis le début de l'année, avec l'arrivée du nouveau gouvernement d'extrême droite, la dépossession des terres des Palestiniens s'est accélérée. Et là, et c'est accéléré avec, en parallèle, la violence des colons. Et Rima parlait de l'apartheid qui est un crime contre l'humanité. La colonisation est un crime de guerre.
elle est, elle est définie comme telle dans la 4e Convention de Genève. C'est-à-dire qu'il y a des crimes de guerre contre lesquels l'Occident est prêt à s'insurger au bout de 3 jours, et il y a des crimes de guerre qui persistent depuis 75 ans, à savoir la colonisation et la dépossession des Palestiniens, et contre lesquels la communauté internationale ne fait rien, juste des condamnations verbales. Donc voilà, le cadre de la colonisation, c'est ça. Maintenant, Kassam va pouvoir nous parler de manière un peu plus précise des violations absolument épouvantables qui ont lieu en ce moment. Alors, il y en a eu beaucoup cet été, mais là, il faut dire que depuis le 7 octobre, c'est absolument abominable ce qui se passe en Cisjordanie. Et le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Et on n'en parle pas parce que si on en parlait, ça démontrerait que la guerre que fait Israël en ce moment, ce n'est pas une guerre contre le Hamas. La guerre que fait Israël en ce moment, c'est une guerre contre le peuple palestinien dans son entier. Le peuple palestinien de Gaza, celui de Cisjordanie, celui qui est dans les camps de réfugiés et les prisonniers. Tous les Palestiniens, où qu'ils vivent, sont attaqués en ce moment, et y compris en Israël. Et Rima y a fait une toute petite allusion tout à l'heure, mais les Palestiniens d'Israël, en ce moment, pour certains, sont licenciés de leurs emplois. Ils sont obligés de se cacher, de rester chez eux parce qu'ils ont peur des agressions. Donc voilà, c'est vraiment une guerre globale contre le peuple palestinien qu'Israël mène en ce moment. Alors toi, Kassam, tu vis en Cisjordanie. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer quelle est la situation depuis ces 2 dernières semaines? Parce que du coup, il s'est passé des choses dans la bande de Gaza, mais il se passe aussi des choses en Cisjordanie. Est-ce que tu peux nous raconter où en est la situation? Tout à fait. D'abord, est-ce que vous entendez bien parce que moi, j'ai un petit son. On t'entend très bien. Oui, d'accord, très bien. Alors, oui, en Cisjordanie, comme vient de le dire Rima, tout comme Anne, le système d'apartheid en fait, est très entranché dans la Cisjordanie et en croissance très rapide. En fait, les caractéristiques de la ségrégation qui constituent en fait un apartheid seront de plus en plus claires et aujourd'hui sont plus claires que jamais. Quand on dit apartheid, c'est en partie pour montrer un peu les choses similaires qu'il y a avec la situation qui régnait en Afrique du Sud. Mais selon beaucoup d'experts, en fait, c'est encore pire de ce qui se passait en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, même dans les pires moments d'apartheid, il n'y avait pas de route pour les Blancs et des routes pour les Noirs. Il n'y avait pas, en fait, beaucoup de choses qui sont présentes en Cisjordanie. En Cisjordanie, c'est plus qu'un apartheid. Un apartheid est un système, en fait, au moins, tel qu'il existait en Afrique du Sud, fait pour maintenir une situation. En Cisjordanie, ce qu'on a, c'est un système qui est mis en place, non pas pour maintenir la stabilité d'une situation, mais pour avancer un projet colonial vers encore un avenir encore plus dystopique et qui est déjà annoncé. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis 1948, continue de se passer, comme on l'a bien dit, avec des moments d'accélération, mais il ne s'est pas arrêté un seul jour, pas un seul jour. Le fait qu'il y ait des lois et des dispositifs légaux mis en place pour pouvoir faciliter légalement, ordonner la démolition des maisons et des structures palestiniennes, ça fait partie en fait de l'institutionnalisation pas de l'apartheid, mais de la colonisation, de l'avancée de la colonisation, pas n'importe quelle colonisation, une colonisation qu'on appelle toujours de peuplement, moi je l'appelle de remplacement, parce qu'il s'agit vraiment de juste remplacer une société autochtone par une société coloniale, la remplacer, c'est-à-dire se débarrasser de la première. Et c'est ce qui se passe exactement en ce moment. Depuis le 7 octobre, c'est un moment d'accélération de jamais vu en Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, il y a au moins 3 communautés qui ont été complètement délogées, en fait, n'existent plus. Et il y a beaucoup de maisons et des familles des dizaines sur toute la Cisjordanie, particulièrement à Massafar et Atta, dans les collines du sud d'Hébron et dans la vallée du Jourdain, qui ont été délogées, et des centaines qui se font harceler tout le temps. Tout près de chez moi, là où je suis maintenant, et une communauté au moins qui s'est fait agresser et harceler depuis 2020 a été complètement déplacée. 40 familles. Ça faisait 300 personnes, à peu près, parmi lesquelles 100 enfants.
ils avaient une petite école primaire où il y avait 100 enfants en fait, de la communauté qui étudiait. Cette communauté, ce sont des familles bédouines originaires du Negev. À la Nakba de 48, ils étaient obligés de partir du nord de Negev et s'installer dans ce qui est aujourd'hui Massaf al-Yatta, le sud d'Hébron. En 67, ils étaient obligés de partir du sud d'Hébron et sont venus s'installer à Wadi Sik. Wadi Sik est une vallée sur la pente des collines centrales de la Cisjordanie, au bord de la vallée du Jourdain. Et ils y habitent depuis 67, depuis 50 ans, 56 ans. Et cette communauté, en fait, la fin de ce petit village bédouin est arrivée la semaine dernière. C'était le jeudi, juste après les attaques de Hamas. Et à 2 heures du matin, les familles, les Bédouins ont commencé à arriver avec le peu des affaires qu'ils ont pu récupérer. Et se sont installés entre les maisons. Et une femme de la communauté me disait qu'en fait, les Bédouins sont entrés dans sa tente et qu'ils n'ont pas donné du temps pour récupérer le petit sac où il a son téléphone et les papiers de ses enfants et sa carte d'identité. 4 jours plus tard, l'armée israélienne, avec la pression de certains diplomates, ils les ont donné 2 heures pour qu'ils aient récupéré leurs affaires et je suis allé avec eux. Et on a vu en fait qu'une petite structure, plusieurs petites structures qu'ils avaient pour l'école surtout, étaient détruites. Et leurs tentes, leurs maisons étaient abandonnées. Là où ils avaient les animaux complètement abandonnés. Ils ont récupéré quelques frigos vides parce qu'on avait enlevé toute la nourriture. Des matelas, des couvertures, des outils de cuisine, enfin, vous pouvez imaginer. Et en fait, maintenant, ils sont là, ils ne savent pas où aller. Mais ça va plus loin que le déplacement, parce que ces gens-là, ils ont un mode de vie plurimillénaire. Ce sont des Bédouins qui vivent en fait, des animaux, ils ont besoin des espaces de prairie. Maintenant, ils n'ont plus. Et en fait, les attaques de colons visent les zones ouvertes, surtout dans la vallée du Jourdain. Et donc, ces communautés viennent s'installer dans les villages, entre les cultures des villageois, qui ont un mode de vie complètement différent. Et ça crée des tensions sociales. Progressivement, de plus en plus vite, ces gens sont obligés à choisir. En fait, ils n'ont pas le choix d'abandonner leur mode de vie et de vendre leur capital, qui est les animaux, et de devenir des ouvriers bon marché dans les colonies israéliennes. Donc, c'est la destruction d'une partie de la société palestinienne, de l'économie palestinienne et d'un mode de vie qui fait partie de la culture et de l'histoire et de l'identité de la Palestine. C'est une destruction systématique de ce qu'est la Palestine, ethnographiquement, si vous voulez, démographiquement, géographiquement. C'est une destruction systématique de la géographie naturelle et humaine. Pourquoi? Pour la remplacer par une société moderne importée de l'extérieur. Il y a déjà les plans. En fait, un mois avant cette attaque et avant le 7 octobre, déjà, en fait, l'armée israélienne avait informé à la mairie de Taïbé, le village où je me trouve, sur les terres duquel se trouve Wadi Sik, en fait, c'est partagé entre Taïbé et des villages voisins, que l'armée israélienne avait décidé de transformer une partie des terres qui étaient déjà des zones militaires fermées, mais où il n'y avait pas de colonie, au nord de la colonie la plus proche, de militaires à civils, ce qui veut dire l'expansion de la colonie. C'est civil pour construire des colonies. Et ce que Israël essaie de faire, effectivement, c'est d'isoler complètement la vallée du Jourdain en colonisant toutes les pentes en fait, des collines centrales de la Cisjordanie, de Naplouse jusqu'au sud de Ramallah. Et ce qui veut dire que de Taïbé, qui est à 20 minutes de Jéricho, dans la vision israélienne, je ne sais pas si c'est pour l'avoir implémenté dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 5 ans, on aura besoin de demander un permis. Tout comme à l'ouest de la Cisjordanie, maintenant on a besoin d'un permis pour aller chez son voisin qui est à 1 kilomètre à cause du mur. Ça sera exactement la même réalité ici. Ce qui conduit finalement à une situation d'apartheid encore plus sinistre, parce que en fait, ça sera plus juste des murs et des colonies ici et là. Ça sera en fait des vraies boîtes, physiquement des boîtes fermées. En fait, du mur au mur, ça fera maximum 10 km, 20 km, desquels pour sortir, les Palestiniens, on aura besoin chaque fois d'un permis militaire. Et dans une mer de colonisation israélienne connectée avec Israël. Et il faut que je souligne ici en fait que ce système qui est en train de se faire construire, qui est déjà très construit et très élaboré déjà,
il a commencé à se développer en cet apartheid le lendemain des accords d'Oslo en 93. C'est très important de souligner ça parce que lorsqu'on parle de la solution deux États, elle est morte, en fait, la colonisation israélienne l'a tuée, c'est la faute des méchants gouvernements d'extrême droite et ainsi de suite. C'est une rhétorique qu'on entend beaucoup et qui, en fait, réduit le conflit au moment actuel, tout de la même façon que l'on réduit le conflit au 7 octobre lorsqu'on parle de la guerre entre Israël et le Hamas, comme si le conflit n'existait pas avant le Hamas. Le lendemain de la signature des accords d'Oslo, en fin 93, début 94, le gouvernement israélien de gauche, de paix, de Colombe, de Rabin a commencé à construire les routes contournantes, les routes exclusivement pour les colons en Cisjordanie. Pour quelles raisons on va construire des routes rien que pour les Israéliens en Cisjordanie si on vient de signer un accord qui a au moins pour but implicite ou explicite de donner ce territoire aux Palestiniens pour un État palestinien. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire, aucun gouvernement israélien n'a été sérieux par rapport à la question des deux États. Mais si Itzhak Shamir, qui était le Premier ministre en 91, lors de la conférence de Madrid, où tout ce processus soi-disant de paix a commencé, a dit explicitement, nous allons négocier pour encore 20 ans sans nous engager à rien. Voilà, faire aucun engagement. Et tout le monde, y compris les négociateurs palestiniens, ont prétendu ne pas entendre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Depuis Shamir, d'extrême droite, de l'extrême droite encore, voilà, qui paraîtrait un peu comme la gauche de l'extrême droite par rapport au gouvernement d'aujourd'hui, jusqu'à Rabin. Ça a été juste une ligne directe, sans aucune modification, pendant 30 ans. Et aujourd'hui, on en est là. Et là, j'aimerais vraiment souligner ce fait-là parce que c'est le produit, pas seulement des plans israéliens. Israël ne fait rien de soi-même. Israël, finalement, Israël n'est pas Dieu. C'est un État qui dépend beaucoup de l'Occident, qui dépend des États-Unis. C'est pendant 30 ans, le silence, le choix de regarder ailleurs, de la part pas que des États-Unis. Les États-Unis sont bien engagés, même au niveau d'armement, mais par tous ces pays européens, et même le Japon et le Canada, qui ont investi des millions dans l'autorité palestinienne, avec l'idée qu'on va faire un État palestinien et deux États, mais qui ont laissé faire Israël pendant tout ce temps-là. Tout ce silence, toute cette inaction se traduit en impunité. Et c'est une impunité que les Palestiniens payent physiquement dans leur terre, dans leur vie, et qu'aujourd'hui, on est en train de payer. Arrivons à un point aujourd'hui où même les Nations Unies ne peuvent rien dire, ne peuvent même pas dire qu'Israël peut-être a commis des crimes, peut-être. Et parce que le secrétaire général des Nations Unies devient persona non grata en Israël. Maintenant, personne ne peut rien dire à Israël. Et donc voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le produit de 30 ans de complicité par le silence de la part des pays influents dans le monde, y compris surtout l'Europe. Et là, je termine là-dessus. L'Europe donne à Israël un statut de commerce privilégié. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire de commerce avec l'Europe comme s'ils faisaient partie de l'Europe. Tout en même temps qu'Israël, en fait, avant le 7 octobre, siégeait Gaza, maintenait la population de Gaza au bord de la famine, colonise la Cisjordanie, met des personnes en prison sans procès, tue des journalistes, fait des raids sur des flottes humanitaires en pleine mer, tire sur des manifestants civils en Cisjordanie, tout comme dans la bande de Gaza. Et on lui donne un statut de commerce privilégié. Si quelqu'un commet des crimes, et vous, non seulement vous lui dites ça va pas, vous lui dites pas que ça va pas, mais en plus vous lui faites des cadeaux. Quel est le message qu'il reçoit? Qu'il peut continuer. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer. Donc voilà, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle est vraiment le produit de cela. Et voilà, j'ai dit que j'allais terminer dessus, mais je veux juste raffirmer ce qu'a dit Anne, parce qu'on se concentre sur la guerre Israël-Hamas, et peut-être on développera plus tard, mais vraiment la guerre, elle est évidemment contre la Palestine en tant que société, en tant qu'entité humaine, pas seulement en tant que projet politique. C'est vraiment une guerre coloniale contre un peuple autochtone. Ça donne une bonne transition sur la question. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur la réalité de ce que veut dire la violence des colons. Les colons, un certain nombre d'entre eux sont des fanatiques dont le but est de chasser les Palestiniens de leur terre et de la prendre. Ils sont armés, ils sont extrêmement violents.
Et on a vu des pogroms, on a vu des villages qui ont été incendiés, comme le village de Ouar au mois de février. Et là, Ben Gvir a trouvé que les colons n'étaient pas assez armés et il a organisé des distributions d'armes pour les colons. Et hier, à Massaferiat, vous voyez juste là l'affiche pour défendre Massaferiat, qui est un secteur au sud de la Cisjordanie. Il y a des colons qui sont venus en habit de réservistes avec des armes pour agresser les gens. Ils rentrent dans les villages, ils rentrent dans les maisons armés. Ils tirent sur les gens. Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 250 Palestiniens qui ont été tués en Cisjordanie, dont un nombre non négligeable par les colons. À Jérusalem, il y a un colon qui a tiré de sa fenêtre sur une femme dans la rue, une femme palestinienne, et qui l'a tuée. Ils sont armés, ils sont violents. Non seulement ils veulent prendre les terres, mais ils terrorisent la population. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, j'appelle tout ça des crimes de guerre. Parce que je n'ai pas une analyse différente d'un côté ou de l'autre, et je pense que tous les crimes de guerre doivent être condamnés de quelque lieu qu'ils viennent et de quelque manière. Mais les gens qui commettent les crimes de guerre doivent être traduits devant les cours internationales pour rendre compte, parce que sinon, on n'en finira jamais. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Les colons, ils se mettent sur le bord des routes, ils tirent sur les voitures, ils rentrent dans les villages, ils rentrent dans les maisons, ils incendient les maisons, ils incendient les voitures. Ils font régner la terreur, littéralement, sur la population palestinienne en Cisjordanie, dans le but d'anéantir cette société, mais de continuer la dépossession des terres. Du coup, ça donne une transition par rapport à la position de la France. Déjà, premièrement, à l'Assemblée nationale, il y avait eu une résolution qui avait été proposée par le groupe communiste à l'Assemblée nationale qui, justement, décrivait la position de beaucoup d'ONG, c'est-à-dire le régime d'apartheid, par exemple, en Cisjordanie. Il y a eu ensuite la visite de la présidente de l'Assemblée nationale en Israël, avec deux moments qui ont été marquants. Le premier, c'est lorsque, après l'attaque du 7 octobre, elle demande à l'Assemblée nationale de donner un soutien total et inconditionnel au gouvernement israélien, ce que nous refusons de faire, parce que nous savons les crimes de guerre qui vont suivre. Et ensuite, elle retourne, donc elle va en Israël avec Meir Habib, Éric Ciotti et un autre député macroniste dont j'ai oublié le nom. Et elle explique, oui, Israël a le droit de se défendre, il y a des attaquants et des attaqués, et jamais elle ne condamne réellement les bombardements qui ont lieu à Gaza ou même les événements qui ont lieu actuellement en Cisjordanie. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la position actuelle de la France, contextualiser la position actuelle du gouvernement français, et est-ce que nous, ce que nous pensons à la France insoumise, c'est que la France a historiquement eu une position et que Macron a rompu avec la position historique de la France sur la question israélo-palestinienne. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous contextualiser un peu tout ça? Par exemple, Rima. Alors, déjà, je voudrais revenir un peu sur la confiscation de l'empathie naturelle à voir au regard des exactions du Hamas à l'égard des civils. Je pense que naturellement, on pouvait se dire, oui, bah, quels que soient nos engagements, nos sensibilités politiques, de se dire que effectivement, enfin, ça nous touche dans notre humanité que des enfants, des civils, des femmes soient ciblés. Et moi, ce que j'ai trouvé terrible, en fait, là, je parle vraiment en tant que palestinienne, hein, c'est un témoignage très personnel que je vous livre, c'est que au moment où, en fait, cette empathie, moi, elle était là, avant que Israël mène ses attaques sur Gaza. J'observe en fait effectivement les discours, le positionnement de la France, de beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Et tout de suite, en fait, on nous a demandé d'exprimer, et d'ailleurs c'est intéressant puisque c'était aussi la stratégie de communication de Tsahal, donc de l'armée israélienne, et je vais vous citer un post qu'ils avaient publié. Mais en fait, tout de suite, on nous a confisqué cette empathie pour la transférer automatiquement à un soutien automatique inconditionnel à Israël. C'est-à-dire que c'était automatiquement exprimer en fait une solidarité ou une empathie, ça devait nécessairement s'exprimer à l'égard d'Israël. Et en fait, ce post-là dont je vous citais, il est encore disponible hein, sur les réseaux sociaux de l'armée.
C'était soit vous êtes pour le terrorisme, soit vous êtes pour Israël, soit vous êtes pour le terrorisme. Et moi, très naturellement et légitimement, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes en France qui n'ont absolument pas envie d'exprimer un soutien à Israël en tant qu'État colonial, gouvernement suprémaciste, État qui depuis 75 ans persécute les Palestiniens, les dépossède de leurs terres, de leurs droits. Et donc, on a été empêchés d'une certaine manière de pouvoir avoir un espace empathique naturel pour des civils, des enfants, des femmes, des personnes âgées qui avaient été ciblées. Parce que tout de suite, il y a eu une parole politique qui nous a demandé de transférer cette empathie automatiquement aux autorités israéliennes. Et c'est très problématique. Et je pense que c'est ce qui peut aussi expliquer toute la période de chamaillerie en fait, politique, où on a passé notre temps à discuter du positionnement des uns et des autres, alors qu'on aurait pu légitimement tous avoir un espace commun de respect, en fait, de deuil pour des civils qui venaient d'être ciblés. Tout comme aujourd'hui les Palestiniens le demandent pour les civils palestiniens. Donc moi, j'ai trouvé ça très problématique et j'ai trouvé que ça en disait long sur l'incompétence en fait de la majorité, mais du gouvernement en place aujourd'hui français, mais aussi de d'autres hommes et femmes politiques qui ont oublié en fait la cause palestinienne depuis 15, 20, 30 ans, qui ont totalement écarté de leurs ambitions politiques la question palestinienne et qui, on le voyait bien, étaient complètement, en fait, se sont complètement noyés dans la façon dont il fallait en parler, dans le positionnement à avoir, dans la nécessité de prendre un peu de hauteur et de poser, en fait, ce débat publiquement, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même une parole politique, elle est surtout écoutée par l'opinion et que c'est une boussole pour beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas les sujets. Donc ils vont écouter effectivement un député, ils vont écouter le gouvernement, ils vont écouter une ministre, etc. Et je tiens vraiment pour responsable notre gouvernement actuel de nous avoir noyés comme ça de nous avoir aussi convoqué cette empathie et de l'avoir transférée automatiquement à Israël. Et effectivement, ça s'est matérialisé par des visites en Israël, pas des visites où on a pu, par exemple, avoir des photos avec la société civile, avec des organisations, des associations, avec le personnel médical, avec le corps médical qui pouvait effectivement agir pour ce qui s'était passé, mais on a eu effectivement une communication de nos élus qui étaient aux côtés de l'armée israélienne. Donc là encore, on a un symbole très fort de on confisque votre empathie, votre soutien éventuel à des civils et on va automatiquement vous demander de le mobiliser pour un soutien inconditionnel absolu à l'armée israélienne et de fait à l'autorité israélienne. Donc voilà, juste pour recontextualiser, je trouve que ce positionnement était très problématique et c'est ce qui est très dangereux, je trouve, dans la cité française parce que ça a scindé l'opinion. Alors que la parole politique, elle avait aussi pour mission de nous dire à nous, citoyens français, qu'on soit de sensibilité pro-palestinienne, ça ne veut rien dire aujourd'hui, c'est pro-justice en fait. Hein. Quand on se positionne aujourd'hui c'est un conflit qui est totalement asymétrique. Donc quand on dit qu'on veut être pro-palestinien, c'est pas être anti-israélien, c'est de dire on veut que les Palestiniens aient les mêmes droits que les Israéliens. Et en fait, ça a scindé la société dans des blocs où moi, je me suis dit, si exprimer une empathie envers les civils israéliens, ça veut dire que je soutiens Israël, non, hors de question. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se sont sentis vraiment confisqués quoi, de leurs propres émotions naturelles, encore une fois, qui convoquaient notre humanité. Donc, sur le positionnement de la France, si on prend l'évolution historique du positionnement de la France, il y a eu vraiment un glissement, je pense, depuis après Chirac. Après Chirac, on a eu un glissement. Même François Hollande, qui était un homme de gauche, je me souviens qu'il avait promis la reconnaissance de l'État palestinien et des avancées politiques majeures sur le sujet. Il n'a vraiment pas du tout suivi cet agenda. Il a complètement mis de côté cette question. Et ensuite, effectivement, Sarkozy, ça a été vraiment une étape supplémentaire dans le glissement. Et la France est sortie petit à petit, à partir du gouvernement Chirac,
d'un positionnement qui était relativement équilibré, voire même des relations très bonnes avec le monde arabe, que Chirac avait vraiment beaucoup entretenu, nourri. Je pense que c'était aussi lié au positionnement de la France sur la guerre en Irak. On se souvient du discours de Villepin au Conseil de sécurité où on a refusé de suivre les États-Unis sur cette guerre. Et donc, la France a toujours été, elle a été perçue sous Chirac, en tout cas, comme presque un allié avec le monde arabe, en tout cas un interlocuteur qui est vraiment crédible. Et ce qui est dangereux, c'est qu'effectivement, depuis les derniers gouvernements, où il y a eu une évolution, une dégradation flagrante avec aussi le gouvernement Macron, qui a énormément de faiblesses sur les orientations en matière de politique étrangère. Vraiment, je crois que c'est le gouvernement français qui a le moins réussi à ancrer le rayonnement de la France sur des positions, des enjeux internationaux, par incompétence, je pense, très honnêtement. Et je vais vous donner un exemple. Si vous regardez la conférence des ambassadeurs qui s'est lieu le 28 août de cette année, donc c'est le discours en fait du président de la République qui donnait à tous les ambassadeurs pour poser les orientations majeures en matière de politique étrangère. C'est 2 heures de discours. Vous avez en plus le texte, donc vous pouvez le lire. Je l'ai lu, j'ai écouté le discours. Il n'y a pas un mot sur la question Israël-Palestine. Pas un mot. Alors que, bon, on cite d'autres pays de la région. On cite la Syrie, on cite le Liban, on cite l'Irak, on cite le Yémen, on cite... Il n'y a pas un mot sur la situation israélo-palestinienne. Donc, c'est vous dire le déni presque dans lequel le gouvernement est par rapport à l'urgence de la situation. Et effectivement, on se retrouve 2 mois après aussi avec les attaques qu'on a vues du 7 octobre. Donc, le positionnement de la France, je termine là-dessus. Aujourd'hui, ce qui est problématique, moi, je suis actuellement en Jordanie. Il y a des manifestations qui se sont tenues devant l'ambassade. Quand j'étais au Liban il y a 2 semaines, des camps de réfugiés, des manifestations qui partaient des camps de réfugiés palestiniens voulaient aller ils n'ont pas pu, mais ils voulaient aller jusqu'à l'ambassade française. Donc, ce qui se joue aussi, c'est vraiment le discrédit de la France, sur cette capacité, effectivement, à garder une posture d'équilibre où on défend, on a toujours pour boussole en tout cas la défense des droits légitimes du peuple palestinien, et on voit bien que les discours notamment de Emmanuel Macron sont vraiment pas à la hauteur des enjeux. Et je cite un dernier exemple qui a eu là il y a 2 jours quand il a parlé d'élargir la coalition de Daesh pour intégrer le Hamas dedans. Les plus grands experts nous disent que l'analogie Daesh-Hamas ne tient pas, parce que c'est absolument pas le même type de conflictualité, c'est absolument pas la même manière de... C'est même pas la même, enfin, c'est absolument pas les mêmes structures ils n'ont pas la même structuration en termes d'organisation, ils n'ont pas même les mêmes programmes, projections, et on voit bien qu'en fait là il y a eu un rétropédalage de l'Élysée sur ce sujet. On voit bien que, enfin, on peut pas se permettre sur un sujet qui est aussi explosif, qui peut à tout moment en fait pulvériser une région entière, se permettre effectivement d'être aussi incompétent, aussi et voilà. Et ce qui est dommageable effectivement, c'est la perception qu'on a légitimement du positionnement de l'Occident, où les Palestiniens sont jusqu'à aujourd'hui vus comme un sujet colonisé, un sujet dominé, et on voit bien que l'empathie qu'on va convoquer pour les Palestiniens est nettement moindre que l'empathie qu'on va convoquer pour des civils israéliens. Et c'est tout le problème, et c'est tout ce que dénoncent justement les Palestiniens. Il y a sur ce sujet-là et de la gestion de la France, particulièrement sur ses visites en Israël, déjà, premièrement, le fait que la présidente de l'Assemblée nationale y aille en premier, c'est déjà quelque chose qui, normalement, ne se fait absolument pas. C'est le président de la République, dans la Ve République, c'est le président de la République qui doit incarner la diplomatie française. Et quand elle y va, elle tient une ligne qui, n'est pas tout à fait la même que Macron. Enfin, Ouais. faut le dire. Donc déjà, premièrement, il y a un malaise sur le sujet. Macron, qui était déjà nul, Yael Braun-Pivet l'a été encore plus, il faut le dire. En plus de ça, le lundi, il y avait un débat à l'Assemblée nationale sur la question, sur cette question. Mathilde Panot a fait un discours qui a été juste
clair, limpide et pour moi a été à la hauteur. Mais du coup, la présidente de l'Assemblée nationale qui se rend en Israël pour aller tenir une opinion politique sans que l'Assemblée nationale ait débattu, sans que le président de la République ait encore fixé son cap, ça témoigne d'un immense amateurisme français. Et ensuite, comme tu l'as très bien expliqué, quand vous avez Macron qui dit, une aberration totale, l'idée de cette coalition, c'est une aberration, mais pour n'importe quelle personne, parce que concrètement, ce n'est pas possible en fait. Et là encore, ça a encore plus ridiculisé la parole de la France, mais ça s'ajoute à aussi plein de... quand il parle, en fait, chaque fois qu'il fait des visites sur le continent africain, à chaque fois, il a un rapport avec ses homologues qui a un rapport odieux, mal poli, mal placé, et c'est ça qui a totalement dégradé la parole de la France sur le continent africain, et d'ailleurs sur beaucoup de sujets internationaux. Et sur cette question-là, je pense qu'ils ne se sont pas uniquement ridiculisés aux yeux des Palestiniens ou même aux yeux des Israéliens qui ont suivi ces incohérences. Ils se sont ridiculisés aux yeux de la terre entière. Pour la diplomatie française, c'est extrêmement grave ce qui s'est produit. Est-ce que peut-être Anne ou Kassam, vous voulez ajouter des choses sur la question de la position de la France, de l'évolution de sa position Moi, je veux bien ajouter un petit mot. En fait, je ne sais pas si c'est que de l'incompétence, de l'ignorance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se calque systématiquement sur Israël. Une des premières choses qu'a fait Macron quand il a été élu la première fois, c'est d'inviter Netanyahou à la commémoration du Veldiv pour lui dire « mon cher Bibi » à cette occasion-là. Enfin, en quoi Netanyahou a quelque chose à voir en France à la commémoration du Veldiv, si ce n'est qu'on mélange complètement la question d'Israël et la question de la communauté juive en France. Enfin, il n'avait rien à faire là. Et en plus, pour se faire appeler mon cher Bibi. Donc, il y a une continuité chez Macron sur ses relations avec Israël. Cette assimilation totalement nulle géopolitiquement et ridicule entre Daesh et le Hamas, il l'a fait en sortant de sa rencontre avec Netanyahou. Je veux dire, il s'est calé complètement sur le narratif israélien, de la même manière que tout le monde en France est sommé de se caler sur le narratif israélien. Quand on voit les journalistes qui prennent pour argent comptant toutes les communications de guerre d'Israël, qu'elles viennent du gouvernement ou de l'armée, sans se poser aucune question, et qui, chaque fois que ce sont des informations qui viennent du côté palestinien, disent toujours selon, à prendre avec des pincettes parce que, etc., etc. On est dans le deux poids, deux mesures à tous les niveaux. Et alors là où Macron s'est encore plus ridiculisé, c'est quand il a dit qu'il n'avait pas de double standard. Tout le monde sait qu'il y a un deux poids, deux mesures. C'est d'ailleurs ce que nous disent les Palestiniens depuis la guerre d'Ukraine. Ce double standard, il a pété à la figure de tout le monde, quoi. Donc là, il a discrédité la parole de la France. C'est plus grave que de la ridiculiser. Enfin, je veux dire, c'est absolument dramatique. Et après, il va parler de contribuer à remettre une situation apaisée, et il ne dit pas un mot sur l'occupation, pas un mot sur la colonisation. Il se calque sur le narratif israélien et il va à Ramallah pour se calquer sur le narratif israélien et de ne pas dire un mot sur ce que vivent les Palestiniens et sur la colonisation et l'occupation qui sont à l'origine de tout. On est dans le degré zéro de la diplomatie et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est d'autant plus grave quand c'est doublé des interdictions de manifester qui nous sont faites en France. On a vu que dès le tout début, nous avons été sommés de condamner, d'employer le terme terrorisme, et les députés de la France insoumise en savent quelque chose. Et il a été dit très clairement par Darmanin que toute manifestation de soutien au peuple palestinien devait être interdite. Ce qu'il a fait, il a demandé à ses préfets d'interdire les manifestations. Et puis après, il a été retoqué en Conseil d'État, et en Conseil d'État, il a été dit que les manifestations ne pouvaient pas être interdites a priori, qu'il devait y avoir une justification. C'est comme ça que quelques manifestations ont été autorisées, et surtout c'est comme ça que nous avons gagné en référé de liberté un grand nombre d'appels que nous avons faits contre les interdictions. Mais les interdictions continuent.
ce matin, Munez a annoncé qu'il allait interdire la manif de samedi. Enfin, on est dans une situation où le soi-disant pays des droits de l'homme se calque sur l'oppresseur et interdit au mouvement de solidarité de manifester sa solidarité avec l'opprimé. C'est complètement invraisemblable, mais c'est malheureusement terriblement logique. Et pour préciser, parce que j'ai aussi entendu Nunes qui disait qu'il interdisait les manifestations parce qu'il s'inquiétait de voir dans ces manifestations des propos ou des pancartes antisémites notamment. Clairement, les propos et les pancartes antisémites n'ont pas leur place dans ces manifestations. Ce sont des manifestations qui sont pour la paix, pour un cessez-le-feu. Voilà la ligne politique qui est portée. Et c'est le rôle du gouvernement, justement, de permettre à ces manifs de se dérouler correctement et d'aller, quand vous avez quelqu'un qui a des pancartes ou des propos antisémites, c'est pas la manifestation qu'il faut punir, c'est la personne qui tient ses propos. Et évidemment, à chaque fois que des rassemblements ont été organisés, à chaque fois, et ça a toujours été dit, les antisémites n'ont pas leur place dans nos luttes. Mais aujourd'hui, il y a disons qu'il y a un opportunisme où, à travers des accusations d'antisémitisme, qu'est-ce qu'ils attaquent? C'est le fait d'avoir une position qui ne soit pas en accord avec celui du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, sur laquelle s'est calé Emmanuel Macron. Et ça ne va pas uniquement sur la question des opposants politiques parlementaires, parce qu'il faut voir, faut voir le traitement qu'ils ont eu contre la France insoumise, parce qu'on n'utilisait pas les mêmes mots, et les mots qu'on utilisait, c'était les mots du droit international. C'est vraiment ça parce qu'en France, certaines personnes suivent le sujet depuis les médias français, mais les mots qui sont utilisés en France ne sont pas les mots du droit international. Je peux vous donner un autre exemple. Jean Castex, quand il était encore ministre, il avait été à un dîner du CRIF et il avait dit, attendez, je ne veux pas lui faire dire de bêtises, il a dit Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif. Sauf que la diplomatie française prône le partage de Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens, et ce n'est pas que la diplomatie française, c'est le droit international. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une position où des manifestations françaises qui portent des mots d'ordre, qui sont des mots d'ordre de paix, et qui utilisent des mots qui sont ceux du droit international et d'une majorité de la communauté internationale, se retrouvent à être criminalisées. Et c'est encore une fois une pente glissante d'atteinte aux libertés publiques sous le gouvernement Emmanuel Macron, pas que sur la question Israël-Palestine, mais sur beaucoup d'autres sujets. Peut-être Kassam. Excuse-moi, Louis. Quand Jean Castex a dit ses propos, ce n'étaient pas les siens. Il lisait le courrier du président de la République. Tout à fait. Donc c'est bien Macron c'était la position de Macron, qui est une position en totale opposition avec la position de la France, normalement. Kassam? En fait, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit et un peu peut-être jeter un peu de lumière sur l'effet que cela a, en fait, cette façon de réaction diplomatique de la part de la France avec le conflit dans la société palestinienne par rapport à la France et par rapport à l'Europe en général. Parce que cela a un effet dangereux et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, j'aimerais un peu approfondir sur ce que Rima vient de dire sur la confiscation de l'empathie. Les Palestiniens sentent ça pas depuis le 7 octobre, sentent ça depuis 1948, mais depuis le 7 octobre, on sent que cela augmente jusqu'à un degré de déshumanisation. En fait, ce mot-là, je l'ai entendu de la part des gens qui ne l'ont jamais utilisé, qui ne sont même pas dans l'académie, des gens qui n'utilisent pas ce langage. Qui disent on se sent traités comme moins des êtres humains. Pour une raison très simple, c'est que depuis le 7 octobre, apparemment le monde a découvert que c'était pas bien d'entrer dans des communautés en tirant à l'aveugle, en tuant des civils et en arrachant des gens au bras de leurs familiers et les amenant en otage. Et pourtant, c'est ce qui se passe exactement tous les jours depuis 1967 en Cisjordanie. Sans pause, pas pour une journée, pas pour un Shabbat, pas pour un Ramadan, pas pour un Noël, pas pour une journée des profs. Toutes les nuits, sans exagération, l'armée israélienne fait dans les communautés palestiniennes, dans les camps de réfugiés, dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, exactement ce que le Hamas a fait le 7 octobre dans le sud d'Israël. Et pourtant, les Palestiniens voient, en fait, même des gens comme moi qui sont dans la communication internationale, des gens qui sont dans les droits de l'homme, des gens qui sont dans la documentation des violations. Et en fait, on a été vraiment étonnés parce qu'on croyait qu'on documentait, qu'on faisait du progrès, que le monde commençait à comprendre que ça n'allait pas. Et du coup, ça se passe une fois dans l'autre sens. Et là, c'est le choc total.
Et on commence à voir que les médias internationaux et que la diplomatie occidentale particulièrement et les chefs d'État découvrent de moi tels que crimes, atrocités, condamnation, terrorisme. Et alors, vous comprenez un peu le sentiment du côté des Palestiniens. Et d'ailleurs, il y a 3 jours, les familles des détenus palestiniens ont tenu une des tant de manifestations qu'ils ont tenues depuis le 7 octobre, mais cette fois-ci, ils ont lu un communiqué dans le centre de Ramallah, dans lequel ils demandaient, ça m'a étonné parce qu'ils n'utilisent jamais ce langage. En fait, les familles des détenus palestiniens, dans la plupart d'entre eux, considèrent que c'est honteux en fait de demander la sympathie internationale. Et pourtant, cette fois-ci, ils ont dit, on exige un traitement égal parce que justement, il y a eu un croissement, une augmentation incroyable, une explosion de détention de la part d'Israël depuis le début de l'année. C'est-à-dire le 6 octobre, il y avait déjà 5000 Palestiniens qui étaient détenus depuis janvier. Il y avait déjà 1300 sans procès en détention administrative, ce qui est un point auquel on n'était pas arrivé à ce chiffre depuis 2002. Depuis 2002. 1300 Palestiniens. Combien de personnes sont sans procès dans les prisons de Poutine? On ne sait même pas. Il y a 1300 dans les géoles israéliennes le 6 octobre. Et pourtant, tout le monde insiste, Macron insiste, Scholz, Rishi Sunak et Biden insistent tous sur le fait que pour cesser le feu, il faut d'abord libérer les otages israéliens. Et cela a un effet sur le débat interne que les Palestiniens, en fait, c'est un débat sérieux qu'on a commencé à avoir depuis le premier jour, depuis la nuit du 7 octobre. D'abord, il y a eu les infos sur ça, et il ne faut pas être naïf. Les Palestiniens, quand les premières infos étaient qu'en fait l'armée israélienne était déprestigiée de cette façon, la plupart des Palestiniens se sont réjouis parce qu'ils ont vu en fait l'armée israélienne se faire humilier. Mais plus tard, quand les infos ont commencé à arriver du fait qu'il y a eu des civils morts, quand les images, surtout particulièrement l'image des dames âgées qui étaient capturées et amenées à Gaza, il y a un débat sérieux qui a commencé, d'abord sur les réseaux sociaux, et ensuite dans certains sites de presse. Et en fait, il y a eu 2 camps très clairs, mais c'était très intense, entre des gens qui disaient notre image devant le monde et des gens qui critiquaient ça. Il ne faut pas se soucier de notre image devant le monde parce que le monde s'en fiche. Et un autre camp qui disait en fait, ce n'est pas notre image devant le monde, c'est en fait que ça, ce n'est pas nous. Et juste pour vous donner une perspective sur combien en fait c'est sérieux ce débat. Le Hamas, la nuit, je crois c'était le 9 ou le 10, le porte-parole du bras armé du Hamas avait dit que parce qu'Israël venait de bombarder les premières 15 familles sans avertissement en tuant tout membre de cette famille, y compris les enfants. Il a annoncé que si Israël répétait ça, pour chaque bombardement sans avertissement, ils avaient exécuté un otage civil et filmé ça et le mettre sur Internet. Et ben, le lendemain, ou non, pas le lendemain, 2 jours plus tard, un responsable politique de Hamas, qui n'est même pas en Palestine, je crois au Liban, sur un satellite arabe, il a dit, en fait, c'est vrai que le porte-parole de bras armé, il a dit ça, mais finalement, on ne va pas le faire. Pourquoi vous croyez ça? Parce que le Hamas se sont rendus compte que ça n'allait pas. Le Hamas sont prêts à le faire, ils sont capables de le faire. Ils ont fait des atrocités contre des Palestiniens en 2007, quand ils ont pris le pouvoir à Gaza. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas populaire. Parce que le débat interne entre les Palestiniens est effectif et est sérieux et ils sont susceptibles, en fait. Et ce débat n'existe pas du côté israélien. Mais ce débat-là qui est nécessaire pour n'importe quel avenir à ce conflit, même après la fin de ce conflit, il est menacé par cette position d'hypocrisie de la part des gouvernements d'Occident, y compris la France, et particulièrement la France, parce que les Palestiniens ont un souvenir de la France, justement, comme vient de dire Rima, du gouvernement Chirac, qui était plutôt équilibré, qui était plutôt susceptible aux revendications palestiniennes. Et donc, la déception, elle est plus large, elle est plus grande. On n'attend pas, en fait, des États-Unis la même chose, mais on attend de la France. Et en fait, si vous voulez, l'impact direct que cela a et sur comment on imagine, en fait, la cause palestinienne en tant que Palestinien. Pour vous donner une perspective, 74% des Palestiniens sont jeunes, ils ont moins de 40 ans. Vous avez toute une génération qui n'a pas connu la lutte des années 60 et 70. Et la lutte palestinienne a toujours été internationaliste. On a eu des Italiens, des Suisses, on a eu
des Latino-Américains dans les rangs de l'OLP. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui reformule en fait son imagination de la cause palestinienne. Et à chaque fois qu'on voit cette déshumanisation, ils ressentent cette déshumanisation par les positions prises, par exemple par Macron, en fait, ils sont poussés plus vers un discours identitaire dans lequel on se dit, en fait, les valeurs d'Occident sont un mensonge, l'Occident tout entier est derrière Israël, et du coup, en fait, on n'y croit plus. Et si vous voulez, la seule chose le seul rempart contre cette radicalisation identitaire, c'est en fait vous. C'est en fait les milliers de manifestants sur les Champs-Élysées. C'est la seule chose. C'est là où les Palestiniens le ressentent un peu. Et pour terminer, on fait sur le discours de la diplomatie française. D'abord, j'ai suivi en fait le discours de votre collègue, votre député à l'Assemblée nationale, dans lequel il a touché sur la question, sur cette question de la visite de Macron en Israël, et il a même touché sur la phrase de Benzema. Et cette phrase en particulier, elle était traduite en arabe plus que le reste du discours. Mais et en fait, ça montre qu'en fait qu'il n'y a pas qu'un seul visage à la politique française. Et pourtant, la diplomatie française exprimée par le président, surtout par le président, on ne peut pas on ne peut pas rater le fait qu'elle n'est pas originelle. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à parier qu'il n'y a pas un conseil ou un comité ou 3 personnes qui s'assoient à l'Élysée à penser, en fait, on va formuler comment notre discours diplomatique. Ils font copier-coller de quelque part. En fait, ce n'est pas un hasard que Macron, la première chose qu'il a dit sur l'antisionisme et l'antisémitisme, c'était en fait mot à mot ce que Manuel Valls avait dit 2 ans avant. Ce n'est pas une coïncidence. Quelque part, quelqu'un fait les discours pour tout le monde. Et ce n'est pas non plus un hasard que juste après la réunion avec Netanyahou, Macron sort pour adopter cette position comme quoi Hamas et Daesh. En fait, la première personne à avoir dit ça, à faire cette comparaison, c'était Netanyahou en 2014 dans un discours télévisé. Et puis, il a répété à l'ONU. Et puis, il a répété au Congrès américain en disant Hamas is ISIS, and ISIS is Hamas. Et en fait, tout le monde reprend ça, mais dans les médias, sans en fait chercher qui est Hamas, qui est Daesh, quelles sont les différences entre les deux. Hamas est une organisation nationaliste palestinienne. Daesh considère que le nationalisme, c'est de la mécréance. C'est du n'importe quoi. Daesh a des liens avec toutes les forces politiques et sociales palestiniennes et une force sociale, y compris avec les non-musulmans. Daesh, systématiquement, est en guerre avec tous ceux qui ne sont pas Daesh. C'est pourquoi ils n'ont pas duré 3 ans. Et quelle comparaison, en fait. Mais, en fait, cette comparaison, elle a un but très concret. Et ce but est de dire, on va faire pour détruire Hamas ce qu'on a fait pour la destruction de Daesh. Qu'est-ce qu'on a fait pour détruire Daesh? On a bombardé Mossoul et Raqqa sans discrimination entre civils et militaires. Il a fallu tuer beaucoup de gens pour détruire Daesh et sauver le monde. Et c'est exactement ce qu'on va faire à Gaza. C'est pour, en fait, préparer le terrain pour le génocide qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà. Ça explique d'ailleurs pourquoi la plupart des anciens diplomates français, notamment Villepin, et j'ai même un actuel diplomate français, Bourlange, qui est le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, ne tiennent pas le discours qui est celui aujourd'hui du gouvernement Macron, qui reprend quasiment mot pour mot les éléments de langage du gouvernement de Netanyahou. C'est pour ça d'ailleurs que l'ONU ne tient pas non plus cette position-là. Parce que, premièrement, ils ont une connaissance réelle et technique des enjeux politiques locaux. Et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on ne peut que s'orienter vers un massacre de masse. C'est aujourd'hui, là, si jamais on ne se retrouve pas à avoir un changement radical des positions des gouvernements occidentaux, on ne s'oriente que vers des crimes de guerre sur des crimes de guerre et des crimes de guerre sur des crimes de guerre. Et je te remercie beaucoup d'avoir rappelé que la position que peuvent avoir les mouvements sociaux dans les pays occidentaux permet justement de faire évoluer cette position. Et nous, si jamais à la France Insoumise, on fait attention aux mots qu'on utilise, c'est parce qu'on sait que ça a des conséquences derrière. Ça a des conséquences géopolitiques. Et du coup, ça forme une belle transition pour conclure cela et sur quelle mobilisation il y a aujourd'hui en France, comment est-ce qu'on peut se mobiliser pour essayer de faire en sorte de bouger les lignes et d'arriver sur une ligne de paix, celle du cessez-le-feu et du respect du droit international. Peut-être, Anne, tu peux commencer par voilà, quelle mobilisation, et on va conclure le live comme ça. Oui, effectivement, maintenant il faut conclure, il faut voir la mobilisation. Et j'ai dit tout à l'heure à quel point le gouvernement tentait d'empêcher les mobilisations, mais il peut pas faire taire les gens qui veulent
qui veulent dire leur solidarité et leur indignation, parce que pas plus qu'on ne peut enfermer les gens en pensant que ça éloignera le problème, on ne peut pas imposer aux Français de rester chez eux et de ne pas descendre dans la rue. Donc, on l'a vu, les manifestations, même les manifestations interdites, les gens viennent. Les gens viennent et manifestent pour dire leur solidarité et pour appeler au cessez-le-feu et pour demander que toute cette abomination s'arrête et pour demander justice pour le peuple palestinien. Donc, il y a bien évidemment cette organisation des manifestations. L'autre jour, il y a un ami palestinien qui a envoyé un message en disant voilà ce que vous pouvez faire pour nous. Et il disait organisez des manifestations, écrivez à vos députés, transmettez notre parole sur les mouvements sociaux et aider financièrement les organisations qui sont sur le terrain. Et bien effectivement, c'est tout ça que chacun, avec nos habitudes, chacun avec nos organisations, nos différences d'organisation, on essaye de démultiplier toutes ces initiatives pour organiser ces manifestations et qu'on ne s'y trompe pas. Si Darmanin et les préfets interdisent les manifestations, c'est quelque part pour nous empêcher d'agir. Parce que le temps qu'on passe en référé dans les tribunaux pour avoir l'autorisation des manifestations, pour contrer les interdictions, c'est un temps très, très précieux qu'on ne passe pas à faire autre chose. Et donc, voilà, il faut participer aux manifestations, les organiser. Et puis, il y a différentes manières d'écrire aux députés. Alors, Rima pourra parler de la manière dont ils ont investi, le mouvement Palestine Action a investi les réseaux sociaux. Mais bon, selon les générations, tout le monde n'a pas les mêmes types d'actions. On écrit de tous côtés. Je pense que vous devez recevoir en tant que député de très, très nombreux courriers. Partout, il y a des modes pour écrire aux députés. Partout, il y a des modes pour diffuser le plus possible les informations que nous avons. Alors, les informations qui viennent de Palestine, les informations qui viennent des Palestiniens, mais aussi les informations qui viennent des ONG humanitaires qui sont sur place et dont la parole est extrêmement précieuse. Voilà. Toute manière de faire, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ne nous feront pas taire, parce qu'ils ne nous ont jamais fait taire. Et la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils noircissent l'image de la France à l'extérieur, parce que les retours de nos amis de Palestine en voyant qu'en France, on interdisait les manifestations, c'est quelque chose de juste incompréhensible. Mais ça va avec tout ce qu'on a développé avant. Donc voilà, les manifestations, partout, porter cette voix et surtout rappeler que nous ne sommes pas des manifestants, nous ne sommes pas des militants pro-palestiniens, nous sommes des militants pro-droit. La seule chose que nous voulons, c'est l'application du droit. Le seul problème, c'est que ça fait 75 ans qu'Israël n'applique aucune résolution de l'ONU, n'applique pas le droit, à commencer par la résolution 194 du droit au retour des réfugiés, aucune résolution. Donc, Israël ne connaît que le rapport de force. Et il va bien falloir que cette impunité cesse et que nos gouvernements finissent par avoir des sanctions contre Israël, parce que pour mettre fin à l'impunité, il n'y a pas 50 manières de faire. À part les sanctions, nous, citoyens, on boycotte. Les entreprises, il faut qu'elles se désinvestissent de leurs relations avec Israël, et les États, ils doivent sanctionner. Rima, du coup, si jamais tu peux nous donner un peu des exemples de comment se mobiliser. Oui, alors moi, je voulais juste dire aussi qu'il y avait c'est triste, mais il y a un déficit en fait de la représentation de la cause palestinienne en France, parce qu'il y a une diaspora palestinienne qui n'est pas très importante. On a eu des voix politiques importantes à des moments qui ont été très charismatiques, ont rayonné, comme celle de Laïla Shahid, par exemple. Mais on manque de voix de la société civile en fait, palestiniennes qui sont véritablement systématiquement invitées, par exemple, sur les plateaux, comme c'est le cas pour les voix un peu perçues comme étant pro-israéliennes. C'est très rare d'avoir des plateaux
dans les médias ou même dans la représentation politique, des voix palestiniennes qui sont complètement intégrées pour porter aussi cette cause. Donc, je pense qu'il y a un contexte franco-français qui est lié aussi à ça. Et on a des organisations comme la FPS et plein d'autres qui ont fait un travail historiquement assez incroyable. En fait, si on arrive aujourd'hui à s'outiller sur la question palestinienne, c'est aussi grâce à tout ce terrain qui a été préparé par des organisations qui se sont qui ont été piliers en fait pour parler de la question palestinienne. En plus, moi j'en parle parce que ma mère a été militante dans la FPS à Niort, donc voilà, je connais en fait aussi ces antennes. Et donc, mais aujourd'hui, il y a un besoin, si vous voulez, de faire converger les initiatives, en tout cas de coordonner un peu peut-être la mobilisation. Et je pense qu'une des réussites de toutes les organisations, ça a été la dernière manifestation, parce qu'on a retrouvé effectivement des forces politiques de gauche, dont la France Insoumise, on a retrouvé des syndicats, on a retrouvé beaucoup d'organisations qui travaillent depuis très longtemps sur la question palestinienne, qui la documentent, etc., qui ont une technicité que personne a. Donc la FPS en fait partie, ils ont une technicité sur le sujet que personne a. Et moi, à mon échelle, là, je parle vraiment pour moi, mais c'est vraiment pas une critique, c'est que je vois bien qu'il y a aussi un déficit pour la mobilisation de la jeunesse. Par exemple, là, sur le questionnaire qu'on a laissé, donc moi, j'ai lancé l'action, le canal Telegram Action Palestine. Donc, on n'est pas loin de 19 000 membres depuis les événements du 7, parce que pareil, moi, j'ai été paralysée, en fait. J'étais dans une paralysie en tant que palestinienne, déjà en tant que citoyenne, et j'avais du mal à savoir concrètement demain ce que je pouvais faire. Et donc, l'objectif de ce canal, c'est de relier les initiatives qui sont portées par d'autres organisations, comme la FPS, comme d'autres, les appels à mobilisation, à manifestation. C'est aussi de temps en temps de communiquer des faits d'actualité. Donc, typiquement, les questions qui ont été posées au gouvernement après notre campagne, qu'on a essayé vraiment d'impulser, j'interpelle nos élus, on a relayé les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été données par le gouvernement. Et on lance aussi des actions effectivement de campagne sur les réseaux sociaux, sur différentes thématiques. Et là, il y en a une en cours ce soir, donc il faut que je relaye aussi. C'est sur celle qui a été lancée ce soir, c'est sur justement le droit de manifester. Donc, on a fait une petite vidéo et un petit texte pour interpeller les élus, là en l'occurrence aussi les élus, mais aussi les préfets, sur ce droit qui est une liberté fondamentale en fait. Et donc, moi, je dirais juste un mot, c'est qu'il y a un déficit de la parole palestinienne. Il y a une technicité, une maîtrise du sujet qui n'est pas assez exploitée, qui n'est pas assez visibilisée comme celle qui est portée par la FPS. Et il y a le champ politique qui n'est pas investi du tout. Ce que je disais, c'est que là, on a attendu les événements du 7 octobre pour que vraiment ça devienne un sujet explosif comme ça. Mais on voit bien que les hommes et femmes politiques, pour beaucoup, pas tous, mais manquent un peu de technicité du sujet, manquent de recul. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait une interview avec un journaliste il y a 2 jours, je ne vais pas citer son nom, mais il ne situait même pas la Nakba. Il ne situait même pas 1948, parce que je lui disais, moi, je suis réfugiée palestinienne des camps de Syrie. Il me disait, mais alors attendez, c'est quoi Et c'était un jeune journaliste, il devait avoir 25 ans, enfin, il commençait tout juste son travail, mais on voit bien qu'en fait, voilà, c'est un débat qui a été complètement en fait, invisibilisé. Et donc, on a des journalistes, des hommes et femmes politiques qui sont de cette jeune génération, et pour certains qui l'ont sciemment oublié, et on voit bien qu'ils ne sont pas du tout outillés. Donc, il y a une urgence en fait à se coordonner, les politiques avec les organisations historiques comme l'AFPS pour vraiment une maîtrise technique du sujet. Et moi, l'objectif du canal Action Palestine, c'est vraiment de se dire, voilà, on va relier tout ce qui est fait. Vous faites ce que vous aimez faire. Si vous aimez aller en manif, voilà les dates de manif. Si vous aimez écrire aux élus, voilà un type de courrier que vous pouvez écrire. Si vous aimez faire une campagne sur les réseaux, voilà une campagne sur les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir des informations techniques en droit international, d'actualité, on va aussi les relier. Et en fait, je termine là-dessus. Le questionnaire qu'on a fait circuler il y a quelques jours, on attend encore d'autres retours. On voit bien que la tranche d'âge en fait, des gens mobilisés sur le canal, c'est 18-30 ans pour la majorité. Donc, c'est vraiment, il y a un déficit en fait de comment on mobilise et comment on parle à cette jeunesse. On voit bien qu'il y a une attente de cette jeunesse qui est au fait, comme pour le climat, qui est très engagée. On est quand même dans une période où la jeunesse est très mobilisée, très engagée. Et
on voit bien que pour cette question palestinienne, il y a peu d'espace politique, militant, où la jeunesse peut aussi, dont la jeunesse peut s'imprégner. Donc, l'espace là de discussion qu'on a aujourd'hui, il est très bien parce qu'en fait, c'est vraiment des espaces qui permettent de cibler un public qui généralement on ne va pas aller chercher. Donc, voilà, pour moi, il y a une analyse à faire un peu des forces de mobilisation et qui sont complémentaires. Et on a tout à gagner, effectivement, à faire coordonner un peu les initiatives, et avoir des espaces où on peut entendre parler de toutes les organisations et on a un peu une visibilité du paysage. Parce que c'est vrai que, je suis un peu longue, mes derniers trucs, mais c'est vrai que moi, autour de moi, souvent, on pose la question. Qui fait quoi? Qui était l'organisation? Et c'est vraiment important de réussir pour les citoyens à se dire, OK, j'ai une visibilité sur le paysage politique, les hommes et les femmes politiques qui en parlent, mais j'ai aussi une visibilité sur les organisations qui existent autour de moi dans ma ville ou à l'échelle nationale. Et l'objectif vraiment du canal Action Palestine, c'est pas du tout d'être une organisation, c'est vraiment d'être juste un canal de relais d'information et ponctuellement de proposer des actions un peu coup de poing au vu justement de l'urgence qui est de se demander un cessez-le-feu et de rappeler des libertés et des droits qui sont les nôtres en tant que citoyens français, d'interpeller nos élus, mais aussi de descendre dans la rue. Ok, Juste merci beaucoup. ajouter un petit quelque chose, Oui, parce que bien sûr. Rima, Juste, enfin, oui, va falloir qu'on termine le live. Donc, oui, enfin, après, ensuite, Kassam. Enfin, voilà, je voulais juste vous dire ça. Il va falloir qu'on termine le live. je voulais dire qu'il n'y a pas que Paris. Rima parle de la manifestation de dimanche, mais moi, je ne suis pas parisienne. Donc, il y a des manifestations partout, partout, Oui. partout, partout en France. Tous les jours, il y a des manifestations en France et presque partout, elles sont interdites et presque partout, on fait des référés et presque partout, on gagne. Ah oui. Et là, la campagne qu'on lance, c'est j'interpelle mon préfet et chacun interpelle le préfet Et bien sûr, tout à parce fait. qu'on voit... Ouais. Par exemple, demain à Villeneuve-Saint-Georges, à 18h, il y a une manifestation. Voilà, je fais de la. Voilà, on relaye, on relaye. Peut-être Voilà. Kassam, si jamais tu veux donner un dernier Oui, mot. je vais dire juste deux mots très très vite sur ce que vous pouvez faire. Vous voyez, en arabe, il y a un proverbe qui dit les gens de la Mecque connaissent mieux ces rues. Donc, c'est pas à moi de vous dire comment vous mobiliser. L'essentiel, c'est de continuer à le faire. J'aimerais juste ajouter un truc sur ce qu'a dit Anne. Vous n'êtes pas un mouvement pro-palestinien, vous êtes un mouvement pro-droit. Moi, je suis complètement d'accord. Mais le droit, il n'est pas là pour le droit. Le droit n'est pas en soi un but. Oui. Derrière le droit, il y a l'humanité qu'on essaie de protéger. La cause palestinienne, elle est universelle parce qu'elle est une cause humaine. Donc, votre mouvement, il a beaucoup de droits. Mais en fait, dans le fond, c'est une cause humaine. Vous êtes pro-humanité. Et c'est pour ça qu'il faut encore plus des voix et des paroles palestiniennes, comme vient de le dire Rima. Parce que ce qui manque, c'est justement l'histoire humaine des Palestiniens. Il y a beaucoup de droits. Vous maîtrisez très bien le droit international, vous maîtrisez très bien l'histoire et les dates. Ce qui ne manque pas, par exemple, au mouvement Solidarité aux États-Unis, où justement il y a une diaspora palestinienne plus importante, où il y a des Palestiniens dans les universités, dans les médias, etc. Et donc, ce qui manque, c'est ça. Donc, la voix palestinienne, et ça, vous pouvez le retrouver où? Chez les Palestiniens. Je crois que des gens comme Rima, qui sont français, qui ont un arrière-plan palestinien, peuvent le faire très bien. Et voilà. Et finalement, j'aimerais dire que ce conflit, en fait, vous avez un rôle beaucoup plus important de ce que vous ne croyez. Parce que ce conflit est un conflit qui ne peut terminer que de deux façons. La première, c'était en fait la destruction totale de la Palestine, parce que c'est un conflit de colonialisme, de peuplement. Et dans toute l'histoire, les colonialismes de peuplement terminent par deux façons. Soit la destruction totale de la société autochtone, ça n'est pas arrivé. On a survécu à 48. On a survécu à la tentative de la semaine dernière de déplacer la moitié de la bande de Gaza dans le désert égyptien. Donc, ça ne va pas arriver. Donc, ça va se faire. Ça va devoir se résoudre par la décolonisation. Et la décolonisation, elle arrivera finalement. Mais quand? Combien de temps ça va mettre et combien de sang? En fait, le plus long, le plus sanglant. Le moins de temps ça dure, ça va se faire de façon plus décente. Ça ne se joue pas sur nous, ni sur les Israéliens. À nous, ça correspond, nous les Palestiniens, de résister. On le fait. En fait, c'est le reste du monde. C'est vous. C'est la pression que vous arrivez à mettre qui fera la différence là-dessus. Et c'est pour ça que c'est très important de continuer à faire ce que vous savez déjà que vous devrez faire, parce que vous connaissez mieux votre contexte. Donc, continuez. Et peut-être un point très important,
c'est de connecter plus avec la Palestine à l'intérieur, plus avec les mouvements sociaux en Palestine. Ça, il manque beaucoup. C'est-à-dire, en Palestine, on connaît la solidarité un peu de loin, sauf ceux qui ont un rapport plus de proximité. Sinon, en général, en fait, c'est que quand il y a une manif à Paris qu'on sait qu'il y a un mouvement solidaire. Et ça, c'est très important. Ça nourrit même nos perspectives, nous, en tant que société palestinienne, de résistance par tous les moyens, même pour l'avenir. Donc, c'est très important parce que, comme je l'ai dit une fois, il n'y a pas très longtemps, devant Anne, la profondeur stratégique du peuple palestinien, c'est les citoyens du monde. Ce n'est plus le monde arabe. C'est les citoyens du monde. Et donc, il nous faut en fait cette connexion avec nos mouvements sociaux et les vôtres. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit, et particulièrement sur votre conclusion qui résume bien les choses. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, le sujet est devenu explosif, comme tu l'as dit, Rima. Et beaucoup de personnes découvrent en réalité ce sujet. Ils savaient ce qui se passait, mais aujourd'hui, on rentre un peu plus dans les détails. Et c'est l'objectif en fait de ce live, c'est d'essayer d'informer, de former, d'échanger. Et en vérité, c'est par des expertes et des experts comme vous qu'on réussira à faire en sorte que le sujet soit compris et qu'on en arrive à la seule conclusion souhaitable, c'est-à-dire le cessez-le-feu et le respect du droit international. Et comme ça a été très bien dit, ce n'est même pas tant parce qu'il y a un soutien à la cause palestinienne, c'est parce qu'il y a un soutien aux droits humains universels, particulièrement aux yeux de la France, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, elle vient de France et à nos yeux, elle doit s'appliquer à toutes et tous. Donc, les mobilisations continueront parce que tant qu'il n'y aura pas eu le cessez-le-feu, comme tu l'as très très bien expliqué, Kassam, il y aura encore malheureusement du sang qui coulera, et c'est toujours plus le sang des civils qui coule. Et ce que je trouve assez marquant, parce que finalement, en fait, ce qui se dit, c'est que c'est avant tout un combat pour l'humanité. Un des mots d'ordre qu'il y a dans ce mouvement, parce que comme tu l'as bien expliqué, Rima, il y a une sorte de confiscation de l'empathie et de l'émotion par rapport à ce qu'ont subi les victimes israéliennes le 7 octobre. Il y a cette phrase qui dit « Une vie israélienne vaut autant qu'une vie palestinienne » et inversement. Et cette phrase-là, elle résume derrière toutes les revendications politiques qui en découlent, c'est-à-dire le cessez-le-feu, le respect du droit international. Et si jamais aujourd'hui les gouvernements occidentaux ont abandonné cette ligne, heureusement, il y a encore d'autres personnes à travers le monde qui l'apportent. Je pense par exemple à l'ONU, et franchement, on peut être heureux d'avoir l'ONU, les prises de position du secrétaire général de l'ONU, même si aujourd'hui il est devenu persona non grata. Et il y a aussi nous, les élus politiques, vous les militants qui nous écoutez. J'espère que vous avez passé un très bon live et que vous avez appris des choses, et que donc du coup on continuera jusqu'à obtenir le cessez-le-feu et le respect du droit international. Donc voilà, merci beaucoup d'y avoir participé. J'espère qu'on refera encore d'autres choses ensemble, et on se retrouvera, j'espère, pour fêter le cessez-le-feu ensemble. Bonne soirée à vous. À bientôt. Au revoir.